Europe 1. 7h, le journal présenté par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La Gironde donc, qui fait partie, on le disait, un des 19 départements qui sont toujours en vigilance orange canicule. La Gironde qui se réveille une nouvelle fois dans les flammes. En 3 jours, l'incendie dans le secteur de Landiras a ravagé 7400 hectares. 10 000 personnes ont été évacuées. Guillaume Dominguez, vous êtes sur place pour Europe 1. Toute la nuit, plus de 1000 pompiers ont continué sans relâche à lutter contre cet immense incendie. Oui, les pompiers ont dû faire face à plusieurs nouveaux départs de feu cette nuit sur le front nord de l'incendie, du côté des communes de Saint-Magne et de Belin-Bélier. Une partie d'entre eux viennent à peine d'arriver ici au poste de commandement d'Ostens, les traits tirés, recouverts de cendres. Les équipes de jour, elles, se préparent depuis une petite heure à prendre la relève dans une ambiance très particulière. La fumée de l'incendie est encore très présente ce matin sur le camp, avec cette forte odeur de pain brûlé. Mais la bonne nouvelle, c'est que des renforts sont arrivés hier soir et dans la nuit, des renforts européens. Les Allemands et les Roumains sont déjà sur le front et d'autres vont arriver encore aujourd'hui, selon le sous-préfet de Gironde, Martin Guespereau. La Pologne arrive avec 146 personnels et 49 véhicules, ici en milieu de journée, suivi par l'Autriche qui arrivera en fin de journée avec 73 personnels et 14 véhicules. Ça, c'est les moyens terrestres qui sont accompagnés de moyens aériens, des moyens grecs qui ont d'ores et déjà posé 2 Canadair et 22 personnels. L'Italie avec 2 Canadair à nouveau pour une nouvelle mission sur ces feux. Voilà, et au total, 360 pompiers et 101 véhicules vont venir prêter main forte aux forces françaises. Merci Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. Au-delà du département de cette Gironde, donc il y a d'autres départements placés également en vigilance canicule. Oui, 18 autres départements du Finistère aux Hautes-Pyrénées. La Haute-Vienne s'est ajoutée à la liste hier et la France est toujours frappée par une sécheresse historique. Il suffit de regarder nos cours d'eau pour le constater. La Loire, le plus long fleuve de France, est à un niveau exceptionnellement bas, comme l'a constaté Thibaut Hu à Orléans. La Loire, vous l'aviez déjà vu comme ça ? Non, jamais. Là, honnêtement, ça fait 10 ans que j'habite sur Orléans et j'ai jamais vu aussi basse. Là, j'ai jamais vu autant de bancs de sable. Ça fait penser un peu à un désert. Hein. Des arbres qu'on fanait totalement. Il paraît qu'elle est tellement sèche qu'on peut aller de l'autre côté à pied. Est-ce que c'est vrai ? Et c'est vrai. On peut traverser sans avoir besoin de nager, quoi, maintenant. Est-ce que vous pouvez m'emmener ? Ouais, carrément, avec plaisir. Allez, enlève tes chaussures, mets ton maillot, on y va. Là, c'est tout léger, on dirait une petite pâte au genre, quoi. On a de l'eau même pas jusqu'aux genoux et d'habitude, c'est comment ? D'habitude, on a pas pied. On a de l'eau jusqu'au cou. Hein. Alors, on va par où ? On arrive sur le deuxième banc de sable qui est en plein milieu de la Loire, qui est normalement pas accessible à pied. Très sec, hein. Là, on sent qu'il y a plus d'eau depuis longtemps. Ouais, c'est inquiétant, hein, parce que moi, je fais beaucoup de paddle sur la Loire de base. Ça fait 1 an et demi que j'en fais et j'ai jamais vu la Loire aussi basse. J'ai toujours connu la Loire haute, toujours connu les inondations, les crues et tout. Ok, voilà, on vient d'arriver, on est de l'autre côté de la Loire, on n'a pas eu trop de mal à traverser. Voilà, hein, quand on va un peu plus loin sur le bord, on peut même croiser des gens qui pique-niquent. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici ? On est venu en vélo et à pied, et puis une serviette, on essaie de profiter un minimum du peu d'eau qui nous reste, quoi. Et malheureusement, la situation risque de durer ici, pas de pluie prévue sur Orléans et ses environs, alors la Loire devrait continuer de descendre pour atteindre bientôt un niveau historiquement bas. Reportage de Thibaut Hu à Orléans. Impressionnant, effectivement. Et cette canicule, cette sécheresse exceptionnelle ne touche pas que la France, Mélina. Hein. Toute la semaine sur Europe 1, nous nous rendons dans d'autres pays pour voir comment ils gèrent cette situation. Après l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, aujourd'hui direction l'Inde avec notre correspondant Combastin. En Inde du Nord, les températures ont battu des records avec presque 50 degrés à Delhi et dans le Rajasthan pendant plusieurs semaines. Le phénomène n'est pas nouveau, mais comme partout, il tend à s'accélérer. Et dans cette région du globe, on se demande si certaines zones seront encore vivables d'ici 20 ans. Malgré des fonds débloqués pour les sécheresses et les terribles inondations qui s'ensuivent, le gouvernement semble ici relativement désemparé dans ce pays qui est en première ligne face au changement climatique. C'est surtout au niveau local et citoyen que l'adaptation au changement climatique s'organise, comme l'explique Datraya Devare du groupe environnemental de la ville de Bangalore. Cette ville du sud, surnommée le Jardin de l'Inde, voit ses réserves d'eau diminuer et ses températures augmenter rapidement. Au nom du développement, la construction du métro ou l'élargissement des routes, beaucoup d'arbres sont coupés. Or, il est prouvé que les forêts urbaines font baisser les températures de 3 ou 4 degrés.
De plus, la bétonisation des sols empêche les nappes phréatiques de se régénérer durant la saison des pluies. Selon un rapport du groupe d'initiation sur le climat indien, les investissements dans le pays devraient être multipliés par 4 pour faire face au changement climatique. Un impératif difficile à entendre dans un pays en plein développement et en reconstruction post-Covid. Comme Bastin, correspondant d'Europe 1 en Inde. 7h06 sur Europe 1, retour en France. Et ce vendredi, on le répète, sera probablement la journée la plus chaude de la semaine. On dépassera par endroits les 40 degrés. Alors forcément, quand on en a la possibilité, on n'a qu'une seule envie, se jeter dans une piscine ou à la mer. Mais soyez prudents, c'est justement pendant ces périodes de canicule que les noyades se multiplient. 1500 l'été dernier. Alors depuis plusieurs années, le gouvernement propose des cours de natation gratuits aux 4-12 ans et aux plus de 45 ans qui sont les premières victimes de noyades. Reportage de Clotilde Dumais à la piscine de Corbeil-Essonnes près de Paris. Essaye de regarder le fond de la piscine. Bien, maintenant avec les 2 mains sur le mur. Précieusement agrippés aux parois du bassin avec un peu de buée dans les lunettes, 15 petites filles et garçons assistent à leur cours du soir. C'est l'une des 10 séances d'1 heure qu'ils suivent toute la semaine avec Laurent Voineau, responsable pédagogique au Stade Nautique. On avance progressivement sur les différents paliers des aisance aquatiques. Mettre la tête sous l'eau, sauter puis rejoindre le bord ou encore se déplacer sur quelques mètres, le tout sans aide pour flotter. Un enfant qui va apprendre à nager avec du matériel, s'il tombe dans l'eau, qu'il n'a pas ce matériel-là, il va paniquer. Il n'arrivera pas à rejoindre le bord. Corbeil-Essonnes et l'agglomération s'intéressent à cette méthode depuis 2019. Elle est coordonnée par Valérie Petitjean. Plusieurs quartiers prioritaires de la ville n'ont pas toujours accès à des séances de piscine, des cours de natation en soi. Et donc on observait en fait des taux d'échec parfois assez importants sur le test de l'attestation de savoir nager. Les résultats sont désormais satisfaisants et la méthode plaît à cette maman d'une petite fille. Elle n'a jamais pris des cours de natation, donc apparemment ça se passe bien. Et les premiers concernés, eux aussi, sont conquis. Avant, j'arrivais pas à aller tout au fond de l'eau, mais maintenant aussi. Reportage de Clotilde Dumais. Lorsqu'elle était ministre des Sports entre 2018 et 2022, l'ancienne championne du monde de natation Roxana Maracineanu avait fait de cette cause l'apprentissage de la natation une priorité. Elle explique pourquoi, Jean-François Pérez. Quand j'ai été appelée à être ministre des Sports en 2018, c'était vraiment pour ce plan aisance aquatique, cette réforme de la natation scolaire que nous avons mis en place avec Jean-Michel Blanquer pour que les petits-enfants, dès la maternelle, puissent tous aller à la piscine, aller dans l'eau, en tout cas, dans des petits bassins qu'on a fait amener même dans la cour de récréation des écoles, avoir cette connaissance du milieu aquatique le plus tôt possible, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est la meilleure des sécurités pour pouvoir être capable de mettre sans crainte la tête sous l'eau, d'être capable de flotter sur le dos, sur le ventre, ne pas paniquer et éventuellement appeler à l'aide. Alors vous parliez des classes bleues qui ont été mises en place, mais on sent aussi dans vos propos récemment que vous auriez aimé peut-être faire davantage, aller encore plus loin parce que les statistiques sont toujours alarmantes, hélas. Bien sûr, parce que les classes bleues, elles doivent être encadrées par un professionnel, ce qu'on appelle un maître nageur sauveteur, diplômé d'État. Et aujourd'hui, il leur manque en France. Donc, il y a vraiment besoin d'un plan national de formation. Et puis, au-delà de ça, évidemment, continuer à lutter contre les noyades, qui est un phénomène qui, je le rappelle, touche 4000 personnes par an, 3000 qui en réchappent, mais 1000 qui décèdent. Et parmi ces 1000 personnes, un quart, ce sont des enfants de moins de 6 ans, mais un quart, ce sont des adultes, des personnes qui ont au-dessus de 60 ans. Et donc, c'est tout aussi important de travailler et d'agir pour elles. L'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu, jointe pour Europe 1 par Jean-François Pérez. Et en parlant de natation, les championnats d'Europe de natation ont démarré hier à Rome. 2 médailles en bronze déjà pour la France en natation synchronisée et au relais 4x200. Il nous reste encore beaucoup de chances de monter sur le podium, Colin Abgral, malgré l'absence dans la délégation française du jeune talent Léon Marchand. Oui, le double champion du monde n'a pas accompagné ses camarades du côté de Rome. Il reste aux États-Unis où il s'entraîne avec Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps, l'homme aux 23 médailles d'or olympiques. Mais la délégation française, forte de son renouveau des championnats du monde de Budapest, est venue faire le plein de confiance et peut-être plus, selon Malia Metella, ancienne quintuple championne d'Europe. Ça permet aussi de se confronter aux meilleurs avant une grande échéance comme les Jeux olympiques. Et ça, c'est fantastique de pouvoir leur laisser la place
Ça permet là aux championnats d'Europe de savoir où ils en sont. On peut avoir de belles surprises de médailles et des jeunes qui vont commencer à monter sur la grande boîte, comme on dit. Et ce sera le cas peut-être de Maxime Grousset, la tête d'affiche côté français. Vice-champion du monde sur le 100 mètres, il fera office de favori sur la distance reine, mais aussi sur le 50 mètres. Chez les femmes, Marie Vatel tentera de décrocher l'or sur le 100 mètres papillon pour conserver son trône acquis en 2021. Colin Abgral du service des sports d'Europe 1. Et puis on l'a appris hier soir, le dessinateur Jean-Jacques Sampé est décédé à l'âge de 89 ans. Il était surtout connu pour avoir créé avec René Goscinny le personnage du petit Nicolas, célèbre aussi pour ses très nombreux dessins de presse humoristiques, notamment dans le prestigieux magazine américain New Yorker. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. À tout à l'heure, Mélina.